Smart et réglo avec Étienne Pujol, comme chaque semaine, avocat en droit social au cabinet Berilo. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Tous mes voeux, bonne année à vous, plein de bonheur et de liberté aussi, c'est important. Je parle à un juriste. On parle des heures supplémentaires et vous nous en avez parlé le mois dernier, en décembre dernier. Là, on parle du forfait jour. Oui. Est-ce que c'est quoi? C'est un moyen de ne pas rémunérer les heures sup? Parce que souvent, les cadres, quand on commence une négo de salaire, il faut le dire, le DRH vous dit, vous serez bien sûr en forfait jour. Et automatiquement, on se dit, oh là là, forfait jour, ça veut dire que je suis corvéable à merci. Oui, alors il y a une partie statut social, c'est bien, je suis en forfait jour, ça veut dire que je suis autonome, on reconnaît mon autonomie et mon positionnement au sein de la société. Mais pour l'entreprise, c'est aussi un moyen de ne pas avoir à se préoccuper des heures supplémentaires, en tout cas de la durée du travail, de son cadre autonome et de la charge de travail qui va lui être imposée. Non, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, au lieu de calculer la durée du travail quotidiennement, 7 heures ou 8 heures par jour, ou sur la semaine, 35, 37, 39, on va calculer en fait la durée du travail en jours sur l'année. Donc c'est un changement complet de paradigme dans la gestion du temps de travail, puisque on va déterminer sur l'année à venir combien vont y avoir de jours non travaillés et de jours travaillés en fonction des jours fériés, des jours de congés payés et puis des jours de repos qui ne sont pas des jours de réduction du temps de travail, des JRTT comme on les appelle dans les entreprises, c'est vraiment des jours de repos. Et puis on va organiser l'année comme cela avec la flexibilité pour l'entreprise de savoir quels jours les cadres vont travailler et puis pour le cadre de savoir comment il va organiser son année. Mais au sein de ça, la durée, elle peut être extrême. La durée du travail sur la journée, l'amplitude horaire et sur donc la journée. Sur la semaine et sur la semaine peut être extrêmement large. Mais il y a des cadres quand même. Heureusement qu'il y a des garde-fous, exactement. Et d'ailleurs, il y a des contentieux en cours et même jusqu'au niveau de l'Union européenne, parce qu'effectivement, ces garde-fous, ils ont été d'abord introduits normalement dans des conventions collectives au niveau des secteurs d'activité. Et puis, il y a la Cour de cassation qui est venue aussi mettre le holà à des dérives, à des excès, parce que c'est pas parce qu'on avait écrit quelque chose et qu'on ne l'avait pas respecté que tout allait bien. Donc il y a des garde-fous. Les garde-fous, c'est d'abord le fait que le forfait jour doit être écrit, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut improviser comme ça. Il doit être à la fois prévu par une disposition d'un accord collectif, soit au niveau de la branche, soit au niveau de l'entreprise, et au niveau du contrat de travail. Ça va être repris. C'est inscrit noir sur blanc dans le contrat de travail. Il faut que ce soit écrit dans le contrat de travail. Et il faut non seulement que le principe soit écrit dans le contrat de travail, mais aussi les modalités, et donc les protections des salariés soient inscrites. Et qu'est-ce qu'il faut inscrire, par exemple? Il faut inscrire qu'on va s'assurer d'un suivi régulier du nombre de jours pris et non pris. On va rappeler que c'est pas parce qu'on ne calcule pas la durée quotidienne de travail qu'on ne va pas se préoccuper de la durée quotidienne et hebdomadaire de repos. Il faut se souvenir que les salariés ont l'obligation de se reposer 11 heures la nuit normalement. Et ça fait une belle nuit, mais enfin en tout cas la nuit, le dîner et la vie voilà, sociale. Normalement en tout cas. Et puis 35 heures par semaine, c'est-à-dire une journée de 24 heures plus les 11 heures dont on vient de parler. Donc ça c'est les garde-fous, ça c'est ces garde-fous par un cadre très exactement rigide. Et l'autre garde-fou, et c'est probablement le plus important, parce que c'est celui qui est le plus souvent oublié par les entreprises, c'est cette question du suivi. Non pas de la durée du travail, mais de la charge de travail, c'est-à-dire de l'adéquation de l'utilisation du forfait jour par rapport au travail que l'on donne à notre cadre. Encore une fois, comme le référentiel n'est plus la durée, le référentiel va être la quantité. Et du coup, il faut s'assurer que la charge mentale, la charge de travail du collaborateur est en adéquation avec l'utilisation du forfait jour. Et ça, c'est probablement le point le plus important. Étienne, il faut quand même le dire, c'est quand même une petite révolution dans l'histoire du temps de travail et de l'histoire du travail. C'est assez singulier. On dérégule. Exactement, c'est une dérogation en fait qui a été faite et il faut leur rendre cet hommage-là par les juristes de l'UIMM à l'époque qui ont mis en place ça en 98 et c'est une révolution parce que c'est la première fois qu'on sortait du cadre, du moule du salariat, c'est-à-dire du travail posté en usine pour lequel le code du travail a été rédigé, c'est-à-dire on embauche le matin à une telle heure et puis on débauche le soir et on calcule comme ça la durée du travail et on est rémunéré au travail. Avant le salariat, en fait, on était rémunéré à la tâche. Et c'est un peu ça qui revient. C'est-à-dire que vous avez une tâche à réaliser et vous avez un certain nombre de jours pour les réaliser. C'est quoi les risques et on en découle le débat des contentieux. C'est-à-dire, je leur dis, à l'origine même, on négocie un salaire, on négocie un cadre.
Et forfait jour, c'est quoi les risques derrière? Eh ben, les risques, c'est qu'en ayant une convention de forfait jour qui ne rentre pas dans ce moule, dans ce cadre, c'est-à-dire soit parce qu'on l'a pas bien rédigé, soit parce qu'on l'a pas bien appliqué, eh bien le cadre, au moment où il s'en va généralement, où il y a un contentieux, il vient de dire, au fait, mon forfait jour n'était pas valable, et donc on va calculer ma durée du travail telle qu'elle l'était véritablement. Donc on met de côté la question de charge de travail. Et là, ça cube. Et là, pour un cadre qui est censé être autonome, par construction, il a travaillé plus que 35 heures par semaine. Et donc, il va produire un relevé, je le disais au mois de décembre, de premier mail envoyé le matin, dernier mail envoyé le soir. Il va dire, mon amplitude de travail, c'était ça. Donc, comme mon forfait jour est nul, eh bien, on va me rémunérer mes heures au-delà de 35 heures, des heures majorées. Et évidemment, c'est souvent tarte à la crème, parce que ça vient en complément du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et c'est un étalon de négociation aussi pour monnayer son départ. Les juristes, enfin en tout cas ceux qui ont à trancher ces litiges, ils penchent plutôt côté cadre ou côté entreprise? Parce qu'il y a un vrai débat sur ces questions. Est-ce qu'en général, le cadre, il gagne tout le temps quand il dit que son forfait jour n'était pas bon? Alors, si on a bien rédigé et bien appliqué, a priori, le cadre, il ne va pas avoir beaucoup de billes à fournir au Conseil des prud'hommes pour dire que son forfait jour n'était pas valable. À l'origine, c'est la qualité de rédaction et de l'accord collectif qui était mis en place. Exactement, c'est ça qui est le plus important. Des accords ont été, par exemple, l'accord du groupe Crédit Agricole a été remis en question par la Cour de cassation il y a 2 mois, parce que ces garde-fous-là n'étaient pas assez bien rédigés, n'étaient pas assez bien assurés pour les collaborateurs. Parce qu'à l'origine d'un litige. Exactement. À l'origine, il y a eu un litige d'un cadre qui a remis en question ça, et du coup, tout l'accord forfait jour est tombé, ce qui posait problème. L'accord Syntec aussi ils ont été obligés de renégocier au niveau de la branche parce que la première mouture de leur accord n'était pas bonne, ce qui a généré un second accord. Je fais une parenthèse, ça veut dire quand même que le cadre, à un moment donné, anticipe le conflit et le litige et commence déjà à noter. Je veux dire, vous êtes un juriste, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il documente et généralement on voit venir. Alors, comme me le disait un client là, il y a 15 jours, c'est vrai que généralement ceux qui remettent en cause le forfait jour, c'est pas ceux qui travaillent le plus. Quand ils ont déjà anticipé voilà, exactement. Ils se sentent un petit peu fragilisés et donc ils commencent à monter un dossier. Maintenant, il arrive effectivement assez fréquemment aussi que des cadres sous pression se préparent un dossier, et notamment quand ils sentent venir cette question de la charge de travail. Encore une fois, l'obligation de sécurité de résultat des entreprises dont on a beaucoup parlé sur ce plateau et n'est pas un vain mot aussi sur la question de la charge de travail. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'assurer régulièrement de la charge de travail du collaborateur, provoquer des entretiens avec le collaborateur. Il y en a au moins un par an et on recommande qu'il y en ait au moins 2. Et à chaque fois qu'on sent que le collaborateur a un problème de livrable, de charge, exactement, il faut provoquer un entretien, le documenter. Ça, c'est la casquette avocat qui reprend. Nous, on a besoin de preuves, nous, avocats, pour aller après devant les prud'hommes. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un compte-rendu de cet entretien pour qu'on puisse prouver qu'on s'est préoccupé de la charge de travail du collaborateur. On est bien d'accord que s'il commence à empiéter sur ces 11 heures de repos entre deux charges de travail, là, en fait, globalement, il peut le documenter, aller voir un avocat. Oui, lui, il peut le documenter, et c'est aussi la responsabilité de l'entreprise que de dire, attention, tu as envoyé un mail à minuit, je ne te demande pas d'envoyer des mails à minuit. Donc, l'entreprise doit être réactive. Exactement. Il faut si elle laisse faire, elle laisse la porte ouverte à un litige. Vous avez tout à fait raison. En fait, il ne faut pas laisser s'intégrer des pratiques qui vont nous porter préjudice. Qui reviendraient en boomerang 2 ans plus tard, quand le cadre ressortirait le mail de minuit. Non, regardez, je n'ai pas arrêté d'écrire tous les week-ends. Et on m'a répondu. Et on m'a répondu, et on m'a demandé un vendredi soir de faire une présentation pour lundi matin, et qui m'a obligé à travailler, etc. Autre point de vigilance pour les entreprises, parce qu'on l'a beaucoup vu en période de pandémie où les collaborateurs étaient en télétravail, étaient loin, voire en activité partielle. Il faut s'assurer aussi du suivi des jours de repos. Parce que c'est pas parce qu'on a un forfait en moyenne de 218 jours qu'il ne faut pas se préoccuper tout au long de l'année du nombre de jours qui sont pris. Sinon, on se retrouve début décembre avec un collaborateur qui a déjà travaillé 210 jours et il reste encore tout le mois de décembre à travailler. Et là, ça peut poser un problème parce qu'il va falloir racheter les jours supplémentaires au-delà du nombre de jours prévus par le forfait. Nous en parler, mais il y a aussi les caisses de RTT que les collaborateurs traînent d'année en année. Exactement. Et dont l'entreprise dit je ne peux pas les prendre parce que s'il les prend, c'est 3 mois de vacances. Exactement. Donc il y a des mécanismes de report ou le compte épargne-temps. On pourra en parler si vous voulez. Ça, c'est un très bon thème. La gestion du compte épargne-temps et la manière dont on monétise le surplus de. C'est un mécanisme d'épargne tout à fait, un peu mis de côté, mais qui peut être très utile.
Merci Étienne Pujol de nous avoir rendu visite, avocat en droit social, droit du travail, cabinet Berilo. On se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine si tout va bien. On fait une courte pause et on s'intéresse alors à un sujet qui intéresse les avocats au premier chef, c'est cette directive européenne du 21 décembre dernier. C'est un petit peu technique, mais on va la détailler. Issue d'ailleurs d'un travail du Parlement européen sur les travailleurs indépendants, pour ne pas dire précaires. Leur statut va changer. Il faudra que l'entreprise apporte la preuve qu'elle n'était pas dans une relation de subordination avec ce collaborateur, ce qui impliquerait donc que ce travailleur était un vrai travailleur soumis à toutes les règles d'un salarié sous contrat. C'est une petite révolution là aussi, qui va faire bouger les lignes, et Étienne Pujol dit oui, effectivement, c'est une révolution. On fait une courte pause et on se retrouve juste après pour faire un point justement sur l'évolution du statut de ces travailleurs dits indépendants.